Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa dans le cadre de cette nouvelle chronique. Actualité oblige, avec tout ce qui se passe dans le monde et particulièrement en Afrique, nous avons la responsabilité, et je dirais même l'obligation, de vous donner un maximum d'éléments pour comprendre les enjeux qui structurent l'avenir du continent africain. Aujourd'hui, on va parler de la France, et notamment des raisons de sa présence en Afrique. Avant d'y aller, je vous propose d'écouter celui qui en parle le mieux. Il s'agit du président de la République française, Emmanuel Macron. La France n'a plus de précaré en Afrique. Elle a des devoirs, des intérêts, des amitiés qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Je pense après ça que les choses sont bien claires et le mot est lâché. Les intérêts. La France est en Afrique pour défendre ses intérêts et pas pour faire le bien. Je m'adresse ainsi à ces Africains qui continuent à se laisser berner en croyant qu'il y a une forme de solidarité internationale qui vise à aider l'Afrique. Personne n'est là pour aider personne. C'est un conflit parce que le monde aujourd'hui, c'est une véritable jungle. Seuls les plus forts s'en sortiront. Et quand il parle d'intérêt, il sait très bien de quoi il parle. Et comme l'actualité aujourd'hui nous oblige de parler du Niger, je m'en vais vous démontrer quels sont les principaux intérêts de la France au Niger et notamment au Sahel. Comme vous le savez peut-être, le Niger est le 7e producteur mondial d'uranium. 7e mondial. Premier fournisseur de l'Union européenne et de la France en uranium. Vous comprenez très bien pourquoi la France tient à contrôler ce qui se fait au Niger, tient à contrôler celui qui dirige le Niger. Parce que les accords qui ont été faits sur l'uranium du Niger profitent à la France et pas au Niger. Sinon, le Niger ne serait pas l'un des pays le plus pauvres du monde. Il est d'ailleurs régulièrement placé avant-dernier pays le plus pauvre du monde. Deuxième élément géostratégique pour la France dans le Sahel et pour l'Europe de manière élargie, c'est le transsahélien. Ce pipeline qui permet de transporter le gaz de l'Afrique vers l'Europe. Vous comprenez très bien qu'avec la conjoncture actuelle au niveau de la scène internationale, à cause de la guerre en Ukraine, le gaz africain devient incontournable. Donc pour ces puissances-là, si elles ne peuvent plus contrôler ce transsahélien, cela présente pour elles un véritable danger et un véritable risque. Ceci étant dit, quand on a des intérêts, qu'est-ce qu'on fait? On les protège et par tous les moyens. C'est ce qui justifie la présence des bases militaires françaises en Afrique. Ces bases militaires sont là justement pour protéger les intérêts de la France sur le continent africain. Les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. Et elles sont, il faut être lucide, un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur le terrain. Quand tu as une base avec beaucoup trop de militaires, on se dit il y a là une assurance vie, c'est pas la peine de traiter politiquement un problème qu'on a. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Je le dis très clairement. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Je le dis tout aussi clairement et humblement. Et à côté de ça, nous devons donc avoir une visibilité qui n'est pas la même. Parce qu'on l'a bien vu ces derniers mois et ces dernières années. Si c'est le cas, très vite, avec beaucoup de propagande aussi, les gens se retournent et disent « notre problème est là, c'est eux, ils sont en train de soutenir un coup d'État, ou ils soutiennent le pouvoir en place ». Et donc on a besoin que nos partenaires africains expriment leurs besoins, sécuritaires et militaires, l'assument, nous le décrivent, que nous soyons au rendez-vous de ce qu'on doit faire, c'est pourquoi on restera, mais avec une empreinte réduite en propre, mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner, parce que ce sera sur la base d'une demande
exprimées. Et donc ces bases ne seront pas fermées, pour ce qui est des principales bases. Il peut y avoir des réajustements après des dispositifs en fonction du dialogue que nous aurons avec les uns les autres et des besoins, mais elles seront réaménagées et elles deviendront académies, bases conjointes, etc. J'espère que vous avez noté avec moi toutes les contradictions de cette prise de parole d'Emmanuel Macron. En fait, pour qu'on se comprenne très bien, le contexte est particulier. L'attitude de la France en Afrique est de plus en plus décriée. Et l'une des choses qui fait le plus jaser, ce sont ses bases militaires. Mais les dirigeants politiques français sont, disons-le ainsi, très malins. Ils vont essayer d'anticiper, comme cela avait déjà été le cas avec la décolonisation. Car ils se sont rendus compte que la décolonisation ne pouvait plus se poursuivre sur la même forme. Ils ont anticipé avec la conférence de Brazzaville pour essayer de voir comment ils allaient continuer à garder les avantages de la colonisation en faisant semblant de partir. C'est la même chose qui est en train de se dérouler aujourd'hui avec les bases militaires. La France a conscience, avec ce qui se passe dans le Sahel, que sa présence militaire en Afrique est un réel problème. C'est pour cela qu'elle anticipe et essaye de parler d'une quelconque transformation. Mais où le problème se pose, c'est qu'Emmanuel Macron oublie que c'est aux Africains de décider s'ils veulent que les bases militaires françaises restent en Afrique. Je vous prends un exemple. C'est comme si vous êtes chez vous, quelqu'un s'y installe de force, et quand vous lui demandez de partir, il dit non, je ne pars pas, je reste. J'ai conscience que je suis chez vous, mais je vais changer de chambre. Désormais, je vais faire le ménage, je vais vous aider à faire la cuisine, mais en aucun cas, je n'envisage partir. On est encore là dans un jeu de dupes. Il faut bien expliquer au président français que les Africains sont libres de demander immédiatement le départ de l'armée française du territoire africain. Ces territoires appartiennent aux Africains. Et une fois qu'ils seront partis, on pourra décider, si on veut, de les rappeler à nos conditions ou de rappeler quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas s'installer chez les gens et décider de ce qu'on va y faire et décider d'y rester, y compris contre leur volonté. L'autre élément important qu'on pourrait relever, c'est pourquoi est-ce que les États africains n'exigent pas aussi d'avoir des bases militaires en France, par exemple? Comme vous le savez, l'un des principes fondamentaux de la diplomatie, c'est bien entendu la réciprocité. Ça veut tout simplement dire que les États africains sont libres aujourd'hui d'exiger de la France et des pays occidentaux en général d'avoir également des bases militaires chez eux. Ça peut sembler risible, mais c'est la réalité. Il va falloir qu'on y arrive. La présence militaire des autres puissances sur notre territoire constitue une menace permanente pour notre sécurité. C'est une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de nos fragiles États. Il est question tout simplement de prendre nos responsabilités. Soit on les oblige à partir tout de suite et maintenant, et on décide quel type de coopération militaire on veut avoir et avec quel pays on veut le faire, soit également, pour aller très vite, on exige d'avoir également des bases militaires de leur côté. C'est de ça qu'il est question dans ce jeu qui se structure sur le continent africain. Après la question des bases militaires, il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler et sur lequel la France se gargarise à chaque fois d'avoir aidé ou même d'avoir sauvé l'Afrique. C'est la lutte contre le terrorisme. Je vous propose, avant d'aller plus loin, d'écouter une fois de plus Emmanuel Macron sur cette question du terrorisme en Afrique. Et il y a une déception parce que on a peut-être trop laissé croire que c'était nous tout seuls qui allions régler en totalité la question du terrorisme sur le continent africain. Je m'honore du fait que dès 2013, nous ayons joué un rôle qu'aucun autre pays non africain n'a jamais joué. Aucun autre. C'est notre fierté et c'est pourquoi je me mettrai toujours en colère et m'indignerai devant les dirigeants, les journalistes, les opinions publiques qui attaquent la France sur ce sujet. Parce que nos enfants sont morts en Afrique pour lutter contre le terrorisme là-bas. Mais ce n'était pas la France toute seule qui pouvait lutter seule contre le terrorisme sur le continent africain. Et donc là, il y a eu une déception. Mais, parce qu'il y a une forme de malentendu. Si les gouvernements africains ne jouent pas leur rôle, si en quelque sorte ils transfèrent tout à la présence militaire française, on n'y arrivera jamais. Et on a en effet trop laissé s'installer l'idée que la France était responsable de tout. Et donc quand il y a une déception, assez logiquement, les gens viennent vers nous en disant « c'est votre faute ». Non, ce n'est pas notre faute parce que ce n'est pas chez nous. Et c'est une réalité. Et donc cette humilité, c'est en effet du pragmatisme, et c'est juste remettre les choses au bon niveau.
Après avoir écouté ceci, on est obligé de répondre au président français, comme il nous a d'ailleurs interpellés en tant que journaliste dans sa prise de parole. Il ne voudrait pas être critiqué, mais nous serons obligés de lui apporter de la répartie. La première chose qu'il fait expliquer à Emmanuel Macron, et je pense qu'il le sait, c'est qu'ils n'ont pas intervenu dans le Sahel pour sauver le Mali. Ils ont intervenu pour protéger les intérêts de la France. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a dit dans l'extrait que nous avons écouté au début. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut bien comprendre le rôle historique que la France a joué dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Emmanuel Macron semble faire croire aux esprits naïfs que la France aurait contribué à réduire la progression du terrorisme en Afrique. Seulement, cet argument ne résiste pas à l'épreuve des faits. Car il est démontré aujourd'hui, preuve à l'appui, que le terrorisme ne s'est jamais autant développé en Afrique depuis que la France a décidé d'intervenir au Mali. Ce qui est une totale incompréhension, un paradoxe abyssal, inexplicable. Comment l'une des armées les plus fortes au monde n'arrive pas à mettre un terme au terrorisme dans une partie du continent africain, alors que la France elle-même, dès le départ, avait annoncé qu'elle venait détruire le terrorisme. Si on prend seulement l'exemple du Mali, avant l'intervention française, le terrorisme au Mali était cantonné à une petite partie du nord du Mali. Avec l'intervention française, avant qu'il ne soit chassé ou qu'il ne parte du Mali, le terrorisme avait déjà couvert pratiquement 80% du territoire malien. Vous avez bien remarqué que le terrorisme s'est développé au Burkina Faso, au Niger et même au Togo, on a commencé à avoir des frémissements, jusqu'au Bénin. Alors expliquez-moi comment on peut vouloir nous faire croire aujourd'hui qu'on a joué un rôle historique qu'aucun autre pays non africain au monde a joué dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. L'autre élément difficile à entendre en tant qu'Africain de la bouche d'Emmanuel Macron, c'est quand il parle des soldats français qui sont morts en Afrique. J'aimerais dire au président français que ces soldats français ne sont pas morts en Afrique pour l'Afrique, mais ils sont morts en Afrique pour la France. Et j'ai envie de demander, ces soldats ont-ils plus d'importance que les milliers d'Africains qui sont morts depuis des années? Des soldats maliens, burkinabés, nigériens ont payé le prix fort dans cette guerre inique. Des populations civiles ont été massacrées. Donc venir aujourd'hui essayer de jouer sur l'émotion en disant que des soldats français seraient morts en Afrique, c'est tout simplement inadmissible et inacceptable. Et en plus de cela, si on veut faire la comparaison des sacrifices faits par l'un ou par l'autre pour aider quelqu'un, la France peut aujourd'hui se rappeler de combien d'Africains ont donné leur vie pour la liberté de la France. Nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices. Il s'agit de dire aujourd'hui aux dirigeants français que la nouvelle génération des Africains a une mémoire et elle ne compte plus se laisser instrumentaliser. Vous l'avez bien écouté, Emmanuel Macron l'a dit, nous ne sommes pas chez nous. Il a conscience que ce n'est pas à la France de régler les problèmes des Africains. C'est justement paradoxal qu'ils le disent aussi clairement et que nous autres Africains, nous continuons à tendre la main à quelqu'un qui vous explique clairement qu'il n'est pas là pour vous, il est là pour ses intérêts. Et d'ailleurs, s'il est là, c'est à votre démonde. On a une responsabilité, parfois on accepte à la demande d'États souverains de s'engager parce qu'on considère que c'est notre intérêt et notre devoir, ce qu'on a fait en 2013 puisqu'on a continué, mais on n'est pas responsable de tout. Et cette logique est une logique impossible. Et donc, cette déception, elle se nourrit de cela. Et j'assume totalement un pragmatisme qui est aussi un discours de vérité sur ce que peut faire la France. Mais
Ni la Chine ni la Russie n'ont été faire ce qu'on a fait. Elles n'ont jamais fait croire qu'elles pouvaient tout régler, ni n'ont fait croire qu'elles allaient régler le terrorisme. Alors, sur cet autre élément, j'aimerais quand même faire un petit rappel à Emmanuel Macron. À l'époque, peut-être, il n'était pas encore chef d'État. C'est pour cela qu'il n'a pas cette information. La demande qu'avait formulée le Mali à l'État français était claire. Le Mali avait sollicité un appui aérien. Et d'ailleurs, l'État français a manœuvré pour obliger le Mali à lui donner un mandat lui permettant d'intervenir au sol. J'ai le souvenir d'un coup de fil du président Traoré qui dit ceci. Monsieur le Président de la République, la France est le seul pays qui dispose de forces capables de nous défendre. Et donc je vous demande d'intervenir parce que non seulement je serai mort, mais les terroristes auront pris le contrôle du Mali. La France est convaincue qu'elle devra intervenir au sol parce qu'elle pense que l'armée malienne en pleine débâcle n'est pas capable de faire face à l'avancée des pick-up djihadistes. Et donc cette lettre limiterait la marge de manœuvre de l'armée française. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. En fait, on leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Il est donc clair que ce n'est pas toujours l'Afrique qui demande à la France d'intervenir. Ou alors, ce n'est pas toujours l'Afrique qui décide comment la France intervient en Afrique. Elle le fait en fonction de ses intérêts. C'est pour cela qu'on peut être amusé de voir ce qui se trame aujourd'hui au Niger, où des autorités déchues, dont la légitimité est totalement remise en cause, écrivent à la France pour demander son intervention. Et la France semble vouloir se réfugier derrière cela pour intervenir naturellement à travers ce qui est devenu son bras séculier, la CEDEAO. Pour conclure, il est question de préciser que cette chronique n'est pas contre la France. Elle n'est contre personne. Elle est juste pour l'Afrique. Et il n'est pas question ici pour nous de traiter la France de méchante ou pas. On n'est pas dans un jeu d'enfants. La France est dans son rôle et elle doit se battre pour ses intérêts. C'est à nous autres Africains de savoir où se situent les nôtres. Il est temps d'arrêter de pleurnicher. Il est temps d'arrêter d'accuser les autres. On est dans une jungle et dans la jungle, on se bat. C'est la logique de la chaîne alimentaire. Donc il faudrait que nous, autres Africains, nous arrêtons. C'est bien de dénoncer comme nous le faisons, mais comme aime à dire quelqu'un, la dénonciation ne peut pas constituer un projet. Le rejet n'est pas un projet. Que voulons-nous, nous autres Africains? C'est la question qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Le but n'est pas de pointer, je le dis une fois de plus, un doigt accusateur sur qui que ce soit. En espérant bien entendu que ceux qui ont la charge de nos pays aujourd'hui comprennent que l'Afrique est à un moment décisif de son histoire et que les choix qu'ils feront aujourd'hui conditionneront la suite de notre continent.